un local, entre guillemets. J'habite pas très loin, là, à Saint-Clément. J'ai habité Joux, donc j'ai pas mal été sur le secteur. C'est un coin que je connais bien aussi pour y avoir travaillé à l'époque où je travaillais en association de protection de la nature. Et nous, à l'époque, on avait de cesse de dire qu'il y avait les impacts directs de l'autoroute, mais il y aura les impacts après. Aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. On y est dedans. Moi, je suis un naturaliste, un écologue. Je m'intéresse à la faune, à la flore, aux petites bêtes, aux grosses bêtes. Faire valoir le vivant, en faire prendre conscience, le faire découvrir aux gens et dire que c'est intéressant de préserver des espaces afin de préserver des espèces. Dans les textes, ce terrain-là, il est normalement voué à redevenir un terrain agricole. Alors, pour ceux qui sont dans le milieu de l'agriculture, ils doivent rigoler. La mare qui est ici, en dessous, là, est très impressionnante. Il y a un chêne qu'on voit ici. On a calculé son âge, on pense qu'il est au moins bicentenaire et qu'il y a des grandes racines qui plongent dans une mare. C'est très beau. On m'a sollicité pour pouvoir venir faire une petite découverte de la zone, une petite découverte des zones humides, parce qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît bien. Donc encore faut-il arriver à bien connaître et comprendre les enjeux. Donc là aujourd'hui c'était sur la thématique des zones humides et de la biodiversité. Comme ça tout le monde pourra entendre. Du coup, ça c'est une des mares qui était sauvée. Donc là, vous imaginez que c'était des belles prairies vertes. Petite mare, c'est quand même pas rien parce qu'elle abrite un dragon. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des dragons qui vivaient chez nous? Eh bien, pourtant, si. Il y a un dragon qui fait partie de la grande famille des amphibiens, amphibie, qui a deux vies, qui a une vie terrestre et une vie aquatique. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un triton, effectivement. Pendant l'hiver, ça vit dans des trous de mulot, ça vit à la surface, ça vit en zone terrestre. Et quand vient le printemps, quand vient la période des amours, c'est-à-dire maintenant, ils viennent rejoindre la mare pour pouvoir avoir leurs ébats amoureux. Et donc là, ici, on a le triton crété, qui a une grande crête, qui a un triton qui peut être grand comme ça. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Le triton crété, c'est un grand triton, c'est un triton qui est relativement rare, qui a besoin de mares, on va dire, bien évoluées, avec beaucoup de végétation aquatique. L'hiver, il se cache à l'abri du gel, généralement dans le sol, donc il profite des trous des campagnols, des trous des mulots. Un triton crété, au maximum, il va faire 700 mètres. Et 700 mètres, c'est déjà beaucoup. C'est déjà costaud pour lui. Donc c'est pour ça que quand on sauve la mare, c'est important de sauver les habitats terrestres qui sont derrière, parce que si le triton crété, il a que la mare, eh ben, il ne peut pas vivre. Du coup, le reste du temps, il faut qu'il puisse se promener dans les haies, dans les buissons, pour pouvoir manger des vers, pour pouvoir manger tout ce qu'il y a. Donc c'est pour ça que c'était important de conserver tout ce réseau de haies. Un peu après. C'est mon fils. Naturel. Dans les zones agricoles, ça n'existe pas au sens naturel, c'est-à-dire qu'il n'a pas été créé par l'homme. Toutes les mares qu'on voit dans nos zones agricoles, elles ont avant tout une fonction d'abreuvage. Parce qu'en fait, c'est des trous qui sont créés par l'homme. Ça, c'est une mare d'aménageurs. Pourquoi? En fait, ils ont fait donc toute une grande plateforme où il y a des polluants, etc. Et du coup, par rapport à la loi sur l'eau, on est censé pas polluer l'eau, notamment pas mettre de carburant, etc. Et donc, du coup, ils avaient des obligations de gestion de l'eau. Et donc là, en fait, on devine même qu'il y a un fossé. Et si on regarde en fait ce pré là, moi j'arrive à voir que c'est une prairie humide. Alors après ça, on va s'aider de notre tarière pour pouvoir confirmer l'hypothèse. Mais là, c'est des faciès humides. On voit que le creux est plus vert, donc ça va être plus humide. Et donc du coup, traditionnellement, des prés qui sont trop humides pour des raisons de pâturage, souvent c'est des herbes qui sont moins consommées par les bêtes, etc. Et donc du coup, dans les secteurs ruraux comme ça, on a tendance à drainer un peu ces zones humides.
spécificité de cette zone, donc du coup c'est une zone agricole de polyculture avec élevage, donc avec une grosse dominante d'élevage et de prairies. Donc on est sur des zones colliniennes et de semi-plaines entre guillemets, donc on est entre guillemets bas en altitude par rapport au secteur montagneux, notamment autour de Tarare. Donc du coup on a des espèces qui sont liées aux plaines agricoles et au milieu ouvert. Et au milieu ouvert extensif, c'est-à-dire qu'on est sur une agriculture extensive, avec encore beaucoup de surface en herbe, des prairies assez diversifiées, et du coup pas mal de zones humides, de haies, de bosquets, on va parler de bocage, donc du coup avec tout un agrosystème qui on va dire inféodé à ces systèmes agricoles, avec pas mal d'espèces liées à la mutation du monde agricole qui sont gravement menacées en fait. Les gens, ils sont... Perte de grandes surfaces brutes, le petit tarier des prés qui lui, comme son nom l'indique, tarier des pâtres, qui lui est lié aux zones agricoles, aux haies, aux prairies. Bon, si on enlève la haie et la prairie, y a le tarier pâtre il s'en va. On va trouver les vanneaux huppés, on va trouver d'autres espèces, le dictème criard pour les oiseaux. Pour les papillons, on va par exemple avoir le cuivré des marais qui lui est lié aux zones humides. Il y a une petite plante qui s'appelle l'oseille puisqu'il pond dessus. Donc là par exemple on a notre petite plante là, notre rumex. Donc l'oseille. Enfin, c'est un des oseilles, il y en a plein d'espèces. Ça c'est le grand rumex. Et donc là-dessus, ça va être la plante haute de notre petit papillon, le cuivré des marais. Quand on dit la plante haute, la plupart des papillons sont liés à une plante ou à une famille de plantes sur lesquelles ils vont venir pondre leurs œufs. Et du coup, les chenilles vont se développer là-dessus. Donc il y a des chenilles qui sont polyphages, qui vont pouvoir manger plusieurs espèces de plantes toutes d'une même famille, et d'autres qui sont inféodées à une espèce. Donc du coup, la présence de cette espèce-là, de plante, va faire que le papillon va pouvoir être présent. Moi, je qualifierais la biodiversité ici d'une biodiversité ordinaire, mais de grande qualité, et qui est assez caractéristique des zones de piémont comme ça, qu'on peut trouver sur les monts du Lyonnais, mais aussi sur le piémont du Beaujolais. Moins il y a d'espace pour le vivant, moins le vivant se porte bien. Mais ici, il y a un autre aspect un peu plus problématique et qui se voit moins, c'est la notion de déplacement et de corridor. On a fait une grosse autoroute qui a bouffé des hectares et des hectares de terres agricoles et de terres naturelles, mais on a essayé de la rendre transparente pour que les espèces puissent transiter d'un espace à un autre. Mais si de chaque côté de l'autoroute, il y a des zones d'activité, les espèces elles disparaissent. Donc j'ai envie de dire, il y a un petit peu tous ces efforts pour rien. Et puis ici, du coup, les projets sont mités, c'est-à-dire qu'il y a un petit projet par-ci, un petit projet par-là. Et donc du coup, il va manquer la notion d'impact cumulé. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend l'autoroute, plus Boiron, plus la disparition des zones humides, parce qu'il y a un projet d'Intermarché, il y a un projet de ci, un projet de là, si on prend l'impact d'un projet isolé, on va se dire, c'est minime. Mais si on les cumule, tous ces impacts, là ça devient un impact conséquent. Et évidemment que la biodiversité va s'en retrouver érodée parce qu'on lui prive de ces espaces de vie. Voilà. Je trouvais ça assez chouette là, une petite sortie qui est un petit peu entre guillemets un petit peu improvisée, mais qui passe via des mails. Mais il y a 60 personnes qui se mobilisent et qui viennent pour faire traîner les bottes dans la boue et en plein hiver. Et donc moi je trouve ça quand même chouette, ça montre quand même une certaine volonté locale de se réapproprier les choses, de se réapproprier le savoir, de se réapproprier pourquoi est-ce qu'on nous parle de zones humides, pourquoi est-ce qu'on nous parle de ce projet-là. Et je pense qu'il y a une vraie politisation des gens où ils veulent se réapproprier le savoir et les connaissances et comprendre leur environnement, comprendre leur espace. Enfin, moi c'est la lecture que j'en fais. Et voilà, une grosse sortie de 60 personnes, c'est quand même plutôt chouette et c'est plutôt encourageant. En tout cas, j'espère que ça encouragera tout le monde. Okay.